de chèvre. Je veux faire l'amour à du fromage de chèvre. Une bonne journée qui commence. Un brin de toilette et direction le petit déjeuner. Quand l'aube fut trop claire, nous nous retirâmes de la fenêtre d'où nous avions observé les Martiens et nous descendîmes doucement au rez-de-chaussée. L'artilleur convint avec moi que la maison n'était pas un endroit où demeurer. Il se proposait, dit-il, de se mettre en route vers Londres et de rejoindre sa batterie. Mon plan était de retourner sans délai à Leatherhead, et la puissance des Martiens m'avait si grandement impressionné que j'étais décidé à emmener ma femme à New Haven, et de là, j'espérais quitter immédiatement le pays avec elle. Car je me rendais déjà clairement compte que les environs de Londres allaient être inévitablement le théâtre d'une lutte désastreuse avant que de pareilles créatures puissent être détruites. Entre nous et Leatherhead, cependant, il y avait le 3e cylindre avec ses gardiens gigantesques. Si j'avais été seul, je crois que j'aurais tenté la chance de passer quand même, mais l'artilleur m'en dissuada. Quand on a une femme supportable, il n'y a pas de raison pour la rendre veuve, dit-il. Enfin, je consentis à aller avec lui en nous abritant dans les bois et à remonter vers le nord jusqu'à Street Cobham avant de nous séparer. De là, je devais faire un grand détour par Epsom pour rejoindre Leatherhead. Je me serais mis en route sur le champ, mais mon compagnon avait plus d'expérience. Il me fit chercher dans toute la maison pour trouver un flacon qu'il remplit de whisky, et nous garnîmes toutes nos poches de paquets de biscuits et de tranches de viande. Ensuite, nous nous glissâmes hors de la maison, et courûmes de toutes nos forces jusqu'au bas du chemin raboteux par où j'étais venu la nuit précédente. Les maisons paraissaient désertes. En route, nous rencontrâmes un groupe de 3 cadavres carbonisés, tombés ensemble quand le rayon ardent les atteignit. Ici et là des objets que les gens avaient laissés tomber, une pendule, une pantoufle, une cuillère d'argent, et de pauvres choses précieuses de ce genre. Au coin de la rue qui monte vers la poste, une petite voiture non attelée chargée de malles et de meubles était renversée sur ses roues brisées. Une cassette, dont on avait fait sauter le couvercle, avait été jetée sous les débris. À part la loge de l'orphelinat qui brûlait encore, aucune des maisons n'avait souffert beaucoup de ce côté-ci. Le rayon ardent n'avait fait que raser les cheminées en passant. Cependant, hormis nous deux, il ne semblait pas y avoir une seule personne vivante dans Maybury. Les habitants s'étaient enfuis en grande partie par la route d'Old Woking, je suppose, la même route que j'avais suivie pour aller à Leatherhead, ou bien ils s'étaient cachés. Nous descendîmes le chemin, passant de nouveau près du cadavre de l'homme en noir, trempé par la grêle de la nuit précédente, et nous entrâmes dans les bois au pied de la colline. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au chemin de fer sans rencontrer âme qui vive. De l'autre côté de la ligne, les bois n'étaient plus que des débris consumés et noircis. Pour la plupart, les arbres étaient tombés, mais un certain nombre étaient encore debout, troncs gris et désolés avec un feuillage roussi au lieu de leur verdure de la veille. Du côté que nous suivions, le feu n'avait rien fait de plus que lécher les arbres les plus proches, sans réussir à s'étendre davantage. À un endroit, les bûcherons avaient laissé leur travail interrompu. Des arbres, abattus et fraîchement émondés, étaient entassés dans une clairière avec auprès d'une scie à vapeur des tas de sciure. Tout près de là était une hutte de terre et de branchages désertés. Il n'y avait plus à cette heure le moindre souffle de vent, et toute chose était étrangement tranquille. Même les oiseaux se taisaient, et dans notre marche précipitée, l'artilleur et moi parlions à voix basse en jetant de temps en temps un regard furtif par-dessus notre épaule. Une fois ou deux, nous nous arrêtâmes pour écouter. Au bout d'un certain temps, nous eûmes rejoint la route. À ce moment, nous entendîmes un bruit de sabots de chevaux et nous aperçûmes à travers les troncs d'arbres 3 cavaliers avançant lentement vers Woking. Nous les hélâmes, ils firent halte, tandis que nous accourions en toute hâte vers eux.
C'était un lieutenant et 2 cavaliers du 8e hussard avec un instrument semblable à un théodolite que l'artilleur me dit être un héliographe. « Vous êtes les premiers que j'ai rencontrés ce matin venant de cette direction, » me dit le lieutenant. « Que se prépare-t-il par là ?» Sa voix et son regard disaient toute son inquiétude. Les hommes derrière lui nous dévisageaient curieusement. L'artilleur sauta du talus sur la route, rectifia la position et salua. « Ma pièce a été détruite hier soir, mon lieutenant. Je me suis caché. Je tâche maintenant de rejoindre ma batterie. Vous apercevrez les Martiens, je pense, à un demi-mile d'ici en suivant cette route. »« Comment diable sont-ils » demanda le lieutenant. « Des géants en armure, mon lieutenant. 30 mètres de haut, 3 jambes et un corps comme de l'aluminium, avec une grosse tête enrayante dans une espèce de capuchon. »« Allons donc, » dit le lieutenant. « Quelle sottise ! Il porte une sorte de boîte qui envoie du feu et qui vous tue d'un seul coup. »« Que voulez-vous dire ? Un canon ? » ?»« Non, mon lieutenant. » Et l'artilleur entama une copieuse description du rayon ardent. Au milieu de son récit, le lieutenant l'interrompit et se tourna vers moi. J'étais resté sur le talus qui bordait la route. « Vous avez vu cela ? » demanda le lieutenant. « C'est parfaitement exact, répondis-je. « C'est bien, fit le lieutenant. Mon devoir est d'aller m'en assurer. Écoutez, dit-il à l'artilleur, nous sommes détachés ici pour avertir les gens de quitter leur maison. Vous ferez bien d'aller raconter la chose vous-même au général de brigade et lui dire tout ce que vous savez. Il est à Weybridge. Vous savez le chemin ? Je le connais, répondis-je. Et il tourna son cheval du côté d'où nous venions. Vous dites à un demi-mile ? Demanda-t-il. Au plus, répondis-je, et j'indiquai les cimes des arbres vers le sud. Il me remercia et se mit en route. Nous ne le revîmes plus. Plus loin, un groupe de 3 femmes et de 2 enfants était en train de déménager une maison de laboureur. Ils surchargeaient une charrette à bras de ballots malpropres et d'un mobilier misérable. Ils étaient bien trop affairés pour nous adresser la parole, et nous passâmes. Près de la gare de Byfleet, en sortant du bois, nous trouvâmes la contrée calme et paisible sous le soleil matinal. Nous étions bien au-delà de la portée du rayon ardent, et n'eût été le silence désert de quelques-unes des maisons, le mouvement et l'agitation de départ précipités dans d'autres, la troupe de soldats campés sur le pont du chemin de fer et regardant au long de la ligne vers Woking, ce dimanche eût semblé pareil à tous les autres dimanches. Plusieurs chariots et voitures de ferme s'avançaient avec d'incessants craquements sur la route d'Addlestone, et tout à coup, par la barrière d'un champ, nous aperçûmes au milieu d'une prairie plate 6 canons énormes, strictement disposés à intervalles égaux et pointés sur Woking. Les caissons étaient à distance réglementaire et les canonniers à leur poste auprès des pièces. On eût dit qu'ils étaient prêts pour une inspection. « Voilà qui est parfait, dis-je. Ils seront bien reçus par ici, en tout cas. » L'artilleur s'arrêta hésitant devant la barrière. « Non, je continue, » fit-il. Plus loin, vers Weybridge, jusqu'à l'entrée du pont, il y avait un certain nombre de soldats en petite tenue, élevant une longue barricade devant d'autres canons. « Ce sont des arcs et des flèches contre le tonnerre, » dit l'artilleur. « Ils n'ont pas encore vu ce diable de rayon de feu. » Les officiers que leur service ne retenait pas s'étaient groupés et examinaient l'horizon par-dessus les sommets des arbres vers le sud-ouest, et les hommes s'arrêtaient de temps à autre pour regarder dans la même direction. Byfleet était rempli de ce tumulte. Des gens faisaient des paquets, et une vingtaine de hussards, quelques-uns à pied, les autres à cheval, les obligeaient à se hâter. 3 ou 4 camions administratifs, un vieil omnibus et beaucoup d'autres véhicules étaient alignés dans la rue du village, et on les chargeait de tout ce qui semblait utile ou précieux. Il y avait aussi des gens en grand nombre qui avaient été assez respectueux des coutumes pour revêtir leur habit du dimanche, et les soldats avaient toutes les peines du monde à leur faire comprendre la gravité de la situation. Nous vîmes un vieux bonhomme ridé avec une immense malle et plus d'une vingtaine de pots contenant des orchidées faire de violents reproches au caporal qui ne voulait pas s'en charger. Je m'arrêtai et le saisis par le bras. « Savez-vous ce qui vient là-bas » lui dis-je en montrant les bois de sapin qui empêchaient de voir les Martiens. « Hé !» fit-il en se retournant. « Croyez-vous, il ne peut pas comprendre que mes plantes ont une grande valeur. »« La mort !» criai-je. « La mort qui vient, la mort !» Le laissant digérer cela, s'il le pouvait, je m'élançai à la suite de l'artilleur. Au coin, je me retournai.
Le caporal avait planté là le pauvre homme qui, debout auprès de sa malle sur le couvercle de laquelle il avait posé ses pots, regardait d'un air hébété du côté des arbres. Personne à Weybridge ne put nous dire où se trouvait le quartier général. Je n'avais encore jamais vu pareille confusion. Des chariots, des voitures partout, formant le plus étonnant mélange de moyens de transport et de chevaux. Les gens honorables de l'endroit, en costume de sport, leur épouse élégamment mise, se hâtaient de faire leur paquet, énergiquement aidés par tous les fainéants des environs, tandis que les enfants s'agitaient, absolument ravis pour la plupart, de cette diversion inattendue à leur ordinaire distraction dominicale. Au milieu de tout cela, le digne prêtre de la paroisse célébrait fort courageusement un service matinal, et le vacarme de sa cloche s'efforçait de surmonter le tapage et le tumulte qui remplissaient le village. L'artilleur et moi, assis sur les marches de la fontaine, fîmes un repas suffisamment réconfortant avec les provisions que nous avions emportées dans nos poches. Des patrouilles de soldats, non plus de hussards ici, mais de grenadiers blancs, invitaient les gens à partir au plus vite ou à se réfugier dans leur cave sitôt que la canonnade commencerait. En passant sur le pont du chemin de fer, nous vîmes qu'une foule augmentant à chaque instant s'était rassemblée dans la gare et les environs, et que les quais fourmillants étaient encombrés de malles et de ballots innombrables. On avait, je crois, arrêté le mouvement des trains afin de procéder au transport des troupes et des canons, et j'ai su depuis qu'une lutte sauvage avait eu lieu quand il s'était agi de trouver place dans les trains spéciaux organisés plus tard. Nous restâmes à Weybridge jusqu'à midi, et à cette heure nous nous trouvâmes à l'endroit où, près de l'écluse de Shepperton, la Wey se jette dans la Tamise. Nous employâmes une partie de notre temps à aider deux vieilles femmes à charger une petite voiture. La Wey a 3 bras à son embouchure. Il y a là un grand nombre de loueurs de bateaux, et de plus un bac qui traverse la rivière. Du côté de Shepperton se trouvait une auberge avec sur le devant une pelouse, et au-delà la tour de l'église. On l'a depuis remplacée par un clocher, s'élevait par-dessus les arbres. Là se pressait, surexcitée et tumultueuse, une foule de fugitifs. Jusqu'ici ce n'était pas encore devenu une panique, mais il y avait déjà beaucoup plus de monde que les bateaux ne parviendraient à en transporter. Des gens arrivaient chancelants, sous de lourds fardeaux. 2 personnes même, le mari et la femme, s'avançaient avec une petite porte de cabane sur laquelle ils avaient entassé tout ce qu'ils avaient pu trouver d'objets domestiques. Un homme nous confia qu'il allait essayer de se sauver en prenant le train à la station de Shepperton. On n'entendait partout que des cris, et quelques passeurs même plaisantaient. L'idée que semblaient avoir les habitants de l'endroit, c'était que les Martiens ne pouvaient être que de formidables êtres humains qui attaqueraient et saccageraient le bourg pour être immanquablement détruits à la fin. De temps en temps, des gens regardaient avec une certaine impatience par-delà la Wey vers les prairies de Chertsey, mais tout ce côté était tranquille. Sur l'autre rive de la Tamise, excepté à l'endroit où les bateaux abordaient, il n'y avait de même aucun trouble, ce qui faisait un contraste violent avec la rive du Surrey. En débarquant, les gens partaient immédiatement par le petit chemin. L'énorme bac n'avait encore fait qu'un seul voyage. 3 ou 4 soldats de la pelouse de l'auberge regardaient ces fugitifs et les raillaient, sans songer à offrir leur aide. L'auberge était close car on était maintenant aux heures prohibées. « Qu'est-ce que c'est que tout cela » s'exclamait un batelier. Puis plus près de moi. « Tais-toi donc, sale bête » criait un homme à un chien qui hurlait. À ce moment, on entendit de nouveau, mais cette fois dans la direction de Chertsey, un son assourdi, la détonation d'un canon. La lutte commençait. Presque immédiatement, d'invisibles batteries cachées par des bouquets d'arbres sur l'autre rive du fleuve à notre droite firent chorus, crachant leur obus régulièrement l'une après l'autre. Une femme s'évanouit. Tout le monde sursauta, avec en suspens le soudain émoi de la bataille, si proche que nous ne pouvions voir encore. Le regard ne parcourait que des prairies unies où des bœufs paisaient avec indifférence entre des saules argentés au feuillage immobile sous le chaud soleil. « Les soldats les arrêteront bien » dit une femme d'un ton peu rassuré. Une brume monta au-dessus des arbres, puis soudain nous vîmes un énorme flot de fumée qui envahit rapidement le ciel. Au même moment, le sol trembla sous nos pieds et une explosion immense secoua l'atmosphère, brisant les vitres des maisons proches et nous plongeant dans la stupéfaction. « Les voilà » cria un homme vêtu d'un jersey bleu. « Là-bas, les voyez-vous ? Là-bas » Rapidement, l'un après l'autre, parurent 2, 3, puis 4 Martiens.
Bien loin par-delà les arbres bas, à travers les prés s'étendant jusqu'à Chertsey, ils se dirigeaient avec d'énormes enjambées vers la rivière. Ils parurent être d'abord de petites formes encapuchonnées, s'avançant à une allure aussi rapide que le vol des oiseaux. Puis, arrivant obliquement dans notre direction, un cinquième monstre parut. Leur masse cuirassée scintillait au soleil, tandis qu'il accourait vers les pièces d'artillerie, et il paraissait de plus en plus grand à mesure qu'il approchait. L'un d'eux, le plus éloigné vers la gauche, brandissait aussi haut qu'il pouvait une sorte d'immense étui, et ce terrible et sinistre rayon ardent que j'avais vu à l'œuvre le vendredi soir jaillit soudain dans la direction de Chertsey et attaqua la ville. À la vue de ces étranges, rapides et terribles créatures, la foule qui se pressait sur les rives sembla un instant frappée d'horreur. Il n'y eut pas un mot, pas un cri, mais le silence. Puis un rauque murmure, une poussée et l'éclaboussement de l'eau. Un homme trop effrayé pour poser la malle qu'il portait sur l'épaule se retourna et me fit chanceler en me heurtant avec le coin de son fardeau. Une femme me repoussa violemment et se mit à courir. Je me retournai aussi dans l'élan de la foule, mais la terreur ne m'empêcha pas de réfléchir. Je pensais au terrible rayon ardent. Se jeter dans l'eau, voilà ce qu'il fallait faire. « Tout le monde à l'eau » criai-je, sans être entendu. Je fis de nouveau face à la rivière, et me précipitant dans la direction du Martien qui approchait, jusqu'à la rive de sable, j'entrai dans l'eau. D'autres firent de même. Une barque pleine de gens revenant vers le bord chavira presque au moment où je passais. Les pierres sous mes pieds étaient boueuses et glissantes, et le niveau des eaux était si bas que j'avançais pendant plus de 5 mètres avant d'avoir de l'eau jusqu'à la ceinture. L'éclaboussement des gens des bateaux sautant dans l'eau résonnait à mes oreilles comme un tonnerre. On abordait en toute hâte sur les deux rives. Mais pour le moment, les Martiens ne faisaient pas plus attention aux gens courant de tous côtés qu'un homme qui aurait heurté du pied une fourmilière ne ferait attention à la débandade des fourmis. Quand, à demi suffoqué, je me soulevai hors de l'eau, la tête du Martien semblait considérer attentivement les batteries qui tiraient encore par-dessus la rivière, et tout en avançant, il abaissa et atteignit ce qui devait être le générateur du rayon ardent. Un instant après, il avait atteint la rive, et d'une enjambée, à demi traversait le courant. Les articulations de ses pieds avant se plièrent en atteignant le bord opposé, mais presque aussitôt à l'entrée du village de Shepperton, il reprit toute sa hauteur. Immédiatement, les 6 canons de la rive droite, qui, ignorés de tous, avaient été dissimulés à l'extrémité du village, tirèrent à la fois. Les détonations si proches et soudaines, presque simultanées, me firent tressaillir. Le monstre élevait déjà l'étui générateur du rayon ardent quand le premier obus éclata à 6 mètres au-dessus de sa tête. Je poussai un cri d'étonnement. Je ne pensais plus aux 4 autres monstres. Mon attention était rivée sur cet incident si rapproché. Simultanément, 2 obus éclatèrent en l'air, mais près du corps du Martien, au moment où la tête se tortillait juste à temps pour recevoir, et trop tard pour esquiver, un 4e obus. Celui-ci éclata en plein contre la tête du monstre. L'espèce de capuchon de métal fut crevé, éclata et alla tournoyer dans l'air en une douzaine de fragments de métal brillant et de lambeaux de chair rougeâtre. « Touché !» Ce fut mon seul cri, quelque chose entre une acclamation et un hurlement. J'entendis des cris répondant aux miens, poussés par les gens qui étaient dans l'eau autour de moi. Je fus dans cet instant de passagère exultation sur le point d'abandonner mon refuge. Le colosse décapité chancela comme un géant ivre, mais il ne tomba pas. Par un véritable miracle, il recouvra son équilibre, et sans plus prendre garde où il allait, l'étui générateur du rayon ardent maintenu rigide en l'air, il s'élança rapidement dans la direction de Shepperton. L'intelligence vivante, le Martien qui habitait la tête, avait été tué et lancé aux 4 vents du ciel, et l'appareil n'était plus maintenant qu'un simple assemblage de mécanismes compliqués tournoyant vers la destruction. Il s'avançait suivant une ligne droite, incapable de se guider. Il heurta la tour de l'église de Shepperton et la démolit, comme le choc d'un bélier aurait pu le faire. Il fut jeté de côté, trébucha et s'écroula dans la rivière avec un fracas formidable. Une violente explosion ébranla l'atmosphère, et une trombe d'eau, de vapeur, de vases et d'éclats de métal bondit dans l'air à une hauteur considérable. Au moment où l'étui du rayon ardent avait touché l'eau, celle-ci avait incontinent jailli en vapeur. Un instant après,
Une vague immense comme un mascaret vaseux, mais presque bouillant, contourna le coude de la rive et remonta le courant. Je vis des gens s'efforcer de regagner les bords, et j'entendis vaguement par-dessus le grondement et le bouillonnement que causait la chute du Martien, leurs cris et leurs clameurs. Sur le moment, je ne pris point garde à la chaleur et oubliai même tout instinct de conservation. Je barbotais au milieu des eaux tumultueuses, poussant les gens de côté pour aller plus vite, jusqu'à ce que je puisse voir ce qui se passait dans l'autre bras de la rivière. Une demi-douzaine de bateaux chavirés dansaient au hasard sur la confusion des vagues. J'aperçus enfin, plus bas, en plein courant, le Martien tombé en travers du fleuve et en grande partie submergé. D'énormes jets de vapeur s'échappaient de l'épave, et à travers leurs tourbillons tumultueux, je pouvais voir d'une façon intermittente et vague les membres gigantesques battre le flot et lancer dans l'air d'immenses gerbes d'eau et d'écume vaseuse. Les tentacules s'agitaient et frappaient comme des bras humains, et à part l'impuissante inutilité de ces mouvements, on eût dit quelque énorme bête blessée, se débattant au milieu des vagues. Des torrents de fluide brun roussâtre s'élançaient de la machine en jets bruyants. Mon attention fut détournée de cette vue par un hurlement furieux, ressemblant au bruit de ce qu'on appelle une sirène dans les villes manufacturières. Un homme, à genoux dans l'eau près du chemin de halage, m'appela à voix basse et m'indiqua quelque chose du doigt. Me retournant, je vis les autres Martiens s'avancer avec de gigantesques enjambées au long de la rive venant de Tchertsey. Cette fois, les canons parlèrent sans résultat. À cette vue, je m'enfonçai immédiatement sous l'eau, et retenant mon souffle jusqu'à ce que le moindre mouvement me fût devenu une agonie, je tâchai de fuir entre deux eaux, aussi loin que je le pus. Autour de moi, la rivière était tumultueuse et devenait rapidement plus chaude. Quand, pendant un moment, je soulevai ma tête hors de l'eau pour respirer et écarter les cheveux qui me tombaient sur les yeux, la vapeur s'élevait en un tourbillonnant brouillard blanchâtre qui cacha d'abord les Martiens. Le vacarme était assourdissant. Enfin, je distinguais faiblement de colossales figures grises, amplifiées par la brume vaporeuse. Ils étaient passés tout près de moi, et deux d'entre eux étaient penchés sur les ruines écumeuses et tumultueuses de leurs camarades. Les deux autres étaient debout dans l'eau auprès de lui, l'un à 200 mètres de moi, l'autre vers l'Alham. Ils agitaient violemment les générateurs du rayon ardent, et le jet sifflant frappait en tous sens et de toutes parts. L'air n'était que vacarme, un conflit confus et assourdissant de bruit, le fracas cliquetant des Martiens, les craquements des maisons qui s'écroulaient, le crépitement des arbres, des haies, des hangars qui s'enflammaient, le pétillement et le grondement du feu. Une fumée dense et noire montait se mêler à la vapeur de la rivière, et tandis que le rayon ardent allait et venait sur Weybridge, ses traces étaient marquées par de soudaines lueurs d'un blanc incandescent qui faisait aussitôt place à une danse fumeuse de flammes livides. Les maisons les plus proches étaient encore intactes, attendant leur sort, ténébreuses, indistinctes et blafardes à travers la vapeur, avec les flammes allant et venant derrière elles. Pendant un certain temps, je demeurai ainsi enfoncé jusqu'au cou dans l'eau presque bouillante, ébahi de ma position et désespérant d'en réchapper. À travers la vapeur et la fumée, j'apercevais les gens qui s'étaient jetés avec moi dans la rivière, jouant des pieds et des mains pour s'enfuir à travers les roseaux et les herbes, comme de petites grenouilles dans le gazon, fuyant en toute hâte le passage de quelques faucheurs, ou remplis d'épouvante, courant en tous sens sur le chemin de halage. Tout à coup, le jet blême du rayon ardent arriva en bondissant vers moi. Les maisons semblaient s'enfoncer dans le sol, s'écroulant à son contact et lançant de hautes flammes. Les arbres prenaient feu avec un soudain craquement. Il tremblota de ci, de là sur le chemin de halage, caressant au passage les gens affolés. Il descendit sur la rive à moins de 50 mètres de l'endroit où j'étais, traversa la rivière pour attaquer Shepperton, et l'eau sous sa trace se souleva en un épais bouillonnement empanaché d'écume. Je me précipitai du côté du bord. Presque au même instant, l'énorme vague, presque en ébullition, fondait sur moi. Je poussai un cri de douleur, et échaudé, à demi aveuglé, agonisant, je m'avançai jusqu'à la rive, en chancelant, à travers l'eau bondissante et sifflante. Si j'avais fait un faux pas, c'eût été la fin. J'allais choir, épuisé, en pleine vue des Martiens sur une langue de sable large et nue qui se trouvait au confluent de la Wey et de la Tamise. Je n'espérais rien que la mort. J'ai le vague souvenir du pied d'un Martien qui vint se poser à 20 mètres de ma tête, s'enfonça dans le sable fin en le lançant de tous côtés,
et se souleva de nouveau. D'un long répit, puis des 4 monstres, emportant les débris de leurs camarades, tour à tour vagues et distincts à travers les nuages de fumée, et reculant interminablement, me semblait-il, à travers une étendue immense d'eau et de prairies. Puis très lentement, je me rendis compte que par miracle, j'avais échappé à la mort. Il y a quelqu'un ? Même l'âtre est à l'état de braise. Je pensais pas qu'il était si tôt. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va attendre. Avec un bon bouquin, on s'ennuie jamais, hein, de toute façon. J'espère qu'Hicham va pas trop tarder quand même. C'est que j'ai faim, moi. Et nous verrons ensuite le programme de la journée. C'est que j'ai des tas de choses à visiter, moi, avant mon rendez-vous avec le Conseil des 12. Bon, bah on prend son mal en patience.